Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, les analystes militaires du monde entier étaient unanimes. L'Ukraine allait pratiquement perdre l'accès à la mer Noire. Après tout, l'ensemble des forces navales ukrainiennes ne comptait qu'une seule frégate et quelques patrouilleurs. De l'autre côté se trouvait la redoutable flotte russe de la mer Noire, comptant environ 80 navires de guerre et sous-marins. La Russie a établi un contrôle total de la mer dans la région pendant quelques mois, comme prévu. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. L'Ukraine a révolutionné la guerre navale à jamais, et ce faisant, elle n'a pas seulement rétabli l'équilibre, elle a complètement anéanti la puissance navale séculaire de la Russie. Voici 10 façons dont l'Ukraine s'est affirmée comme un acteur régional clé pour le contrôle de la mer Noire. Ce n'est pas une simple hypothèse. Les chiffres le confirment. À la mi-2025, l'Ukraine avait endommagé ou carrément détruit au moins 24 navires russes, y compris le Rostov-sur-le-Don, un sous-marin de classe Kilo. Cela a forcé le reste de la flotte russe de la mer Noire à fuir vers des ports nationaux, où ils sont essentiellement inutiles. On parle d'un total d'environ 30 navires et sous-marins perdus, y compris leur navire amiral. Des milliards de dollars d'équipements envoyés dans l'océan par une nation sans marine. Ceux qui ont survécu servent désormais de cible d'entraînement pour les nouvelles capacités navales à longue portée de l'Ukraine. Mais les chiffres ne révèlent qu'une partie de cette histoire remarquable. L'exploit naval de l'Ukraine est le plus spectaculaire de l'histoire moderne. Et les tactiques qu'ils ont mises au point vont transformer la manière dont tous les futurs conflits navals seront menés. Découvrons les 10 méthodes révolutionnaires utilisées par l'Ukraine pour transformer la flotte russe autrefois invincible de la mer Noire en une humiliation flottante. L'Ukraine a réussi l'impossible précisément parce qu'elle y a été contrainte. Et c'est peut-être le facteur différenciateur le plus important. Au lieu de suivre les règles de la Russie, l'Ukraine a dû constamment réorganiser et redévelopper ses stratégies. Cela était principalement dû au fait que l'Ukraine menait une guerre hautement asymétrique en mer. Et là, les méthodes défensives deviennent soudainement beaucoup plus efficaces et mortelles. Les différences maintenant se résument à la gestion des mouvements navals par la Russie et l'Ukraine. La doctrine navale russe suit la pensée soviétique classique, des opérations de flotte massives et coordonnées, dirigées depuis un commandement central. Cela crée des schémas puissants, mais prévisibles, que les services de renseignement décentralisés de l'Ukraine pouvaient anticiper et contrer. Lorsqu'on lutte pour la survie de sa patrie, on ne peut se permettre de suivre les règles habituelles du combat naval. Cela crée une structure décentralisée qui montre clairement que tout donner face au problème est la bonne approche. Cela a mené à 3 avancées majeures, les mines marines, les missiles de croisière et les drones navals. L'Ukraine possédait un important stock de mines navales datant de l'ère soviétique. Connaissant les points d'invasion côtière les plus probables, l'Ukraine a stratégiquement posé des centaines de mines, mais leur nombre exact reste incertain. Pour compliquer les choses, la Russie a aussi miné les eaux côtières près de l'Ukraine, surtout pour bloquer le commerce depuis Odessa. Le ministère russe de la Défense accuse l'Ukraine d'avoir largué des mines en mer Noire, ce que l'Ukraine réfute en affirmant qu'elles proviennent de Crimée. Des stocks, volés par la Russie en 2014 lors de l'annexion, ont été intentionnellement modifiés pour dériver au large. Quelles que soient les circonstances, l'Ukraine a réussi à bloquer les ports vitaux de son littoral aux navires russes. Connaissant les tactiques russes, les marins ukrainiens ont pu placer des mines stratégiquement pour minimiser l'impact sur leurs navires commerciaux. À plus longue portée, l'Ukraine a tiré parti de son deuxième développement majeur, le nouveau système de défense côtière RK-360MC Neptune réaménagé, qui utilisait le missile R-360 à portée étendue. Cela a permis à l'Ukraine de frapper des cibles jusqu'à 1175 km de distance. Cela, combiné à l'artillerie à courte portée capable d'opérer à quelques dizaines de kilomètres de la côte ukrainienne, les a aidés à créer un triangle défensif vital composé de mines, d'artillerie et de missiles. Mais ces capacités défensives font pâle figure face aux offensives à longue portée qui ont pratiquement été inventées pendant la guerre. La deuxième façon majeure dont l'Ukraine a exercé une pression sur la marine russe est par l'utilisation de drones navals. L'Ukraine déploie des drones navals, plus précisément des drones entièrement immergés. C'est l'une des innovations militaires les plus rapides de l'histoire moderne, aux applications pratiques et dévastatrices. Début 2022 partant de zéro, ils ont créé 2 grandes plateformes de drones qui allaient terroriser la flotte russe. Le drone Megura V5 est devenu le tueur de navires de précision de l'Ukraine. Le Megura est un petit drone navire, avec une portée de 800 km et une autonomie de 60 heures. Il possède d'excellentes capacités de patrouille et de surveillance, pouvant naviguer à environ 22 nœuds, soit 40 km par heure. Le Megura est équipé d'une charge explosive de 200 kg qui se déclenche à l'approche ou lors d'une collision avec un navire ennemi, complétant ainsi ses caractéristiques clés.
Plus important encore, il transmet des vidéos en direct aux opérateurs, permettant son utilisation pour des frappes offensives et des missions de surveillance pure. Mais le véritable bouleversement a été le déploiement tactique des Megura à travers la mer Noire, comme l'a déclaré un commandant ukrainien de la direction principale du renseignement d'Ukraine, Au lieu de renforcer l'ogive pour détruire le navire d'un coup, nous avons opté pour une autre approche. Nous avons attaqué en essaim, en portant 5 frappes ou plus sur de grands navires pour causer des dégâts critiques. Cela a permis à Megura d'occuper en mer un rôle similaire aux drones quadricoptères traditionnels dans le ciel. Mais Megura surpasse les drones quadricoptères grâce à sa portée incroyable, pouvant rivaliser avec l'artillerie avec une portée effective de 12 miles, alors que Megura est le polyvalent. Le drone Sea Baby fait office d'artillerie lourde dans l'arsenal naval de l'Ukraine. Le dernier modèle de Sea Baby transporte 860 kg d'explosifs, atteint une vitesse maximale de 90 km/h et peut parcourir une distance de 1000 km. C'est presque 4 fois la charge explosive d'un Megura, conçu spécifiquement pour dévaster des cibles statiques comme des navires à quai, ou même toute une infrastructure de construction navale. Même sur le plan polyvalent, le Megura n'est qu'une étape dans les innovations ukrainiennes. En juin 2024, l'Ukraine a présenté le drone naval Stalker 50, une version réduite du Megura. Principalement conçu pour le transport militaire naval d'équipement, il peut être équipé d'un explosif de 150 kg si nécessaire. Grâce à sa section transversale réduite et sa coque noire profilée, le Stalker est conçu pour être bien plus difficile à détecter et à contrer par les forces russes. Comme leur nom l'indique, ce ne sont pas de simples bateaux télécommandés, mais des systèmes d'armes intelligents. L'Ukraine excelle dans les opérations nocturnes grâce à ses capacités supérieures en imagerie thermique et en guerre électronique, surpassant les systèmes de détection visuelle russes. Les équipages russes tiraient dans l'obscurité sur des cibles à peine visibles, alors que les Ukrainiens les observaient en haute définition à des centaines de kilomètres. Cela nous mène à la troisième manière dont l'Ukraine a entravé la marine russe. Au moment où les planificateurs russes pensaient avoir compris la menace des drones navals ukrainiens, l'Ukraine a réécrit les règles en transformant des bateaux en armes anti-aériennes, grâce à leur capacité d'être opérés à distance et leur grande capacité de transport. Le Megura et le Sea Baby sont ainsi devenus des candidats idéaux pour l'installation de mitrailleuses et de lance-missiles anti-aériens. Ces derniers peuvent se mouvoir rapidement en surface, devenant ainsi plus ardus à détecter. Le premier rapport de tel mouvement est arrivé en mai 2024, lorsqu'un Megura V5 a détruit 2 hélicoptères russes, Mi-8, et en a endommagé un autre lors de 3 attaques distinctes. C'était la première utilisation signalée d'un véritable missile air-air lancé depuis un engin sans pilote. Le missile en question était le Vympel R-73 soviétique, nommé Air-Air 11 Archer par l'OTAN, qui est un missile air-air à courte portée, utilisé sur les chasseurs Mikoyan Gourevitch et Sukhoi en adaptant le lanceur de jet au drone. L'Ukraine peut maintenant utiliser efficacement les missiles aéroportés, hérités de l'Union des républiques socialistes soviétiques, pour menacer directement les avions russes, loin de son espace aérien. Tout cela sans déployer ses propres avions, cruellement nécessaires à des fins défensives. Mais les hélicoptères n'étaient pas une cible suffisante pour l'industrie ukrainienne des drones navals. En mai 2025, à environ 30 miles à l'ouest de Novorossiysk, des Megura V5 modifiés auraient abattu 2 chasseurs russes, Su-30 SM à l'aide de missiles, Air Intercept Missile, 9 Sidewinder, dans ce qui serait une première. Imaginez des chasseurs à 50 millions de dollars détruits par des bateaux drones, une destruction inédite d'un avion de chasse par un drone maritime. Le Sea Baby, dont une version améliorée a été présentée par le service de sécurité d'Ukraine en mars 2024, pourrait être le prochain drone d'importance grâce à ses capacités polyvalentes. Les systèmes de communication améliorés, basés sur Starlink avec plus de sauvegarde, apportent une redondance et une fiabilité essentielles. Le Sea Baby permet de déployer des explosifs et de transporter des missiles près des ports russes. En considérant les missions offensives et défensives, ainsi que l'utilisation stratégique des mines par l'Ukraine pour la dissuasion et le refus d'accès, le pays a pu remporter une victoire économique significative sur la Russie et porter le 4e coup surprenant à la marine russe. Rétablir le commerce maritime de l'Ukraine. Le blocus naval russe visait à étrangler l'économie ukrainienne en coupant ses exportations par la mer. Pendant plus d'1 an, cela a fonctionné. L'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de céréales, exporte du blé et du maïs de ses champs fertiles, par voie terrestre et maritime, vers le reste de l'OTAN et du monde, dont 23 milliards de dollars de céréales annuelles pour la Chine. Le blocus a été désastreux pour l'Ukraine. En mars 2022, les exportations totales ont chuté de près de 50%, et en décembre 2022, elles ont diminué de 237%.
par rapport à décembre 2021, ne se stabilisant que partiellement. Néanmoins, à l'automne 2023, l'Ukraine a exporté 55 millions de tonnes de marchandises, atteignant près de 90 millions de tonnes d'exportation maritime, fin 2024. Cette opération de rupture de blocus est l'une des plus réussies de l'histoire moderne, avec des implications économiques stupéfiantes. Les exportations de céréales ukrainiennes génèrent près de 10 milliards de dollars finançant l'effort de guerre du pays. En éloignant les navires russes des routes maritimes ukrainiennes, les drones navals ont non seulement remporté des victoires tactiques, mais ont aussi assuré la survie économique de l'Ukraine. Le corridor d'exportation rétabli crée un cycle auto-renforçant. Les expéditions de céréales réussies financèrent la production de drones, permettant plus d'attaques contre les navires russes et renforçant la sécurité des routes maritimes. La stratégie de blocus de la Russie s'est retournée contre elle, devenant un catalyseur de l'innovation ukrainienne plutôt qu'une reddition économique. Cela a confirmé l'incapacité de la Russie à bloquer une nation plus petite et dépendante du commerce, permettant la restauration du commerce maritime ukrainien. Tous ces efforts auraient probablement été vains si l'Ukraine n'avait pas réussi à obtenir une victoire clé assez tôt dans la guerre, et porter le 5e coup à la marine russe en coulant le Moskva, navire amiral de la flotte de la mer Noire, l'homonyme russe de Moscou. La destruction du Moskva a montré au monde que la marine russe n'était pas invincible. Ce n'était pas simplement un autre navire, c'était la fierté de la flotte de la mer Noire, et le 3e plus grand navire de guerre actif de toute la marine. Les systèmes de défense du navire et sa capacité à opérer à plus de 60 miles des côtes ukrainiennes le rendaient apparemment presque invulnérable aux attaques. La doctrine navale russe supposait que des systèmes de défense aérienne sophistiqués protégeraient des actifs importants des menaces ukrainiennes. Mais en avril 2022, grâce à des données radar et des renseignements américains, les Ukrainiens ont pu localiser le Moskva. Une batterie de missiles terrestres a tiré 2 missiles antinavires ukrainiens, R-360 Neptune, détruisant le Moskva en enflammant ses munitions. Ce sont les mêmes missiles qui, seulement 2 ans auparavant, avaient été déployés pour la défense côtière, faisant partie de la défense composée de mines, de missiles et d'artillerie. Pire encore, des analyses militaires ultérieures ont suggéré que les systèmes de défense aérienne de Moscou, censés être impénétrables et largement capables d'abattre 2 missiles isolés, étaient en mauvais état et terriblement mal gérés, ce qui a permis à l'attaque de détruire le navire en premier lieu. C'était la première perte d'un navire amiral russe depuis la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et le plus grand navire de guerre coulé au combat depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette perte a forcé la Russie à une réorganisation tactique fondamentale. Sans leur navire amiral de commandement, la coordination des opérations de la flotte est devenue bien plus ardue. La structure navale hiérarchique rigide de la Russie n'a pas su s'adapter rapidement à la perte de son centre de coordination central, causant des problèmes opérationnels en cascade dans ses opérations en mer Noire. Cela a révélé la 6e difficulté de la marine russe. Bien que non directement attribuable à l'Ukraine, les échecs navals russes en mer Noire dépassent les simples défaites tactiques et relèvent de problèmes internes. La marine russe est affaiblie par un sous-financement chronique, une corruption endémique et un isolement géographique habilement exploité par l'Ukraine. Bien que la Russie exploite techniquement de nombreux navires au sein des flottes de la Baltique, de l'Arctique et du Pacifique. La Turquie peut invoquer la convention de Montreux de 1936 pour fermer la mer Noire aux navires de guerre entrants, y compris les navires russes ne faisant pas partie de la flotte de la mer Noire. Cela signifie que la Russie ne peut pas renforcer ses pertes en mer Noire. Seuls les navires basés dans les ports de la mer Noire peuvent y entrer, contrairement aux autres flottes. La Russie peut ainsi faire pression sur l'Ukraine avec seulement une partie de sa marine, tandis que la corruption a gravement nui à l'approvisionnement et à l'entretien de celle-ci. Dans ce contexte, les navires opérationnels sont souvent en réparation, manquent de pièces ou souffrent d'un mauvais entretien dû au détournement de fonds. De plus, la Russie ne semble pas avoir tenté de compenser les pertes continues et de renforcer sa flotte de la mer Noire. Selon un rapport de la fondation Jamestown, la société de construction navale de Russie a subi des pertes nettes de centaines de millions de dollars malgré des revenus déclarés de plusieurs milliards. Le rapport indique que la Russie reste résolue à moderniser sa flotte en se concentrant sur l'amélioration des navires, avec plus de missiles de croisière et des moteurs diesel plus performants. Ces efforts nationaux ciblent aussi les branches baltiques et pacifiques de la marine, malgré leur non-pertinence immédiate dans la guerre en Ukraine. De plus, les restrictions turques sur la navigation russe ont contraint Moscou à recourir à des flottes fantômes pour le transport militaire, même à travers la mer Noire, créant des vulnérabilités exploitables par les services de renseignement ukrainiens. Cela augmente grandement les risques et coûts du commerce, pouvant être fatal quand vous êtes déjà en difficulté financière. Des montants extrêmes
de financement pour le complexe militaro-industriel, puisque le budget militaire de la Russie pour 2025 représente environ 40% des dépenses publiques. Les faiblesses de la Russie à maintenir sa flotte en mer Noire et à la garder située dans cette mer ont poussé l'Ukraine à utiliser la 7e méthode pour détruire la marine. Frappe de précision sur les infrastructures. En juin 2025, l'Ukraine a lancé sa 3e attaque contre le pont vital de Crimée, ou pont de Kerch, depuis le début de l'invasion, en 2022. Cette fois, l'agence militaire ukrainienne a rapporté avoir placé plus de 900 kg d'explosifs à la base du pont. Les attaques contre le pont servent plusieurs objectifs stratégiques, au-delà des dégâts matériels. En plus d'être une ligne d'approvisionnement vitale pour les troupes de Moscou, le pont de Crimée a également une immense valeur symbolique pour le président Vladimir Poutine, incarnant son objectif de rattacher la péninsule ukrainienne à la Russie. Mais l'impact stratégique clé est de forcer les actifs navals russes à adopter des rôles défensifs. Au lieu de projeter leur puissance contre les positions ukrainiennes, les navires russes doivent désormais protéger leurs propres bases, lignes d'approvisionnement et infrastructures critiques. Cette réorientation défensive modifie radicalement l'équilibre du pouvoir naval. Le pont de Crimée est un lien crucial entre la péninsule de Crimée et le reste de la Russie. Sans compter les parties occupées du Donbass, qui sont constamment sous les attaques à longue portée de l'Ukraine. La vulnérabilité du pont obligerait la Russie à dépendre de lignes d'approvisionnement terrestres plus lentes et plus risquées. Mais surtout, le risque pour les infrastructures de Crimée mène à la 8e façon. L'Ukraine peut affaiblir la flotte russe, l'obligeant à quitter Sébastopol. Sébastopol était historiquement le quartier général de la flotte russe de la mer Noire depuis l'ère impériale russe. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le quartier général a été déplacé à Novorossiysk. Néanmoins, la Russie payait toujours l'Ukraine pour que ses navires stationnent à Sébastopol. Après l'annexion de la Crimée, Sébastopol était redevenu le point névralgique de la flotte russe. La valeur stratégique de Sébastopol est inestimable. Et elle permettait à la Russie de contrôler l'ouest de la mer Noire et de menacer les opérations côtières ukrainiennes. Les vastes installations du port, développées au fil des siècles, les lignes d'approvisionnement établies et l'infrastructure défensive en ont fait la base idéale pour projeter la puissance navale. Toutefois, les drones navals ukrainiens à longue portée comme le Magura et le Sea-Baby menacent potentiellement les navires et bâtiments de la base de Sébastopol. Les navires russes ont dû se replier vers Novorossiysk, Temryuk et Taganrog, éloignés de plus de 60 miles de l'Ukraine. Le service de renseignement Black Sky a fourni des images détaillées de bâtiments en ruine et de quais vides à Sébastopol. L'analyse améliorée par l'intelligence artificielle a indiqué une diminution de 18% des navires détectés dans le port de 2022 à 2024. Ce déplacement géographique dégrade fondamentalement les capacités navales russes. Opérer depuis Novorossiysk au lieu de Sébastopol augmente la consommation de carburant, réduit le temps de patrouille près des eaux ukrainiennes et complique le soutien logistique. Les navires passant plus de temps en transit ont moins de temps pour les missions opérationnelles. Au printemps 2024, le ministère britannique de la Défense a affirmé que la flotte russe de la mer Noire était quasiment à l'arrêt. Ce n'est pas endommagé ou réduit, mais pratiquement inactif. Non seulement l'Ukraine a vaincu la marine russe, mais elle l'a aussi rendue stratégiquement insignifiante. La façon dont cela s'est produit nous amène au 9e point. Le succès de l'Ukraine provient de son adoption de l'innovation distribuée, tandis que la Russie est restée prisonnière de cycles de développement centralisés et bureaucratiques, inadaptés au rythme de la guerre. L'Ukraine a créé un réseau distribué de plus de 500 fournisseurs allant de grandes entreprises liées à de véritables ateliers de garage, et cela sous la pression de bombardements quotidiens. L'approvisionnement militaire traditionnel ne fonctionne pas ainsi et prend des années. L'Ukraine devait agir rapidement pour survivre en tant que pays souverain, avec ses frontières post-2014 intactes. Le système d'information Delta est devenu le multiplicateur de force de l'Ukraine, permettant une coordination rapide entre les différentes équipes de développement et les opérations militaires. Quand un atelier trouve une amélioration, l'information est diffusée dans tout le réseau en quelques jours, pas en quelques mois. Le cycle de développement itératif des drones ukrainiens leur permet d'évoluer constamment, devançant les contre-mesures russes. Les premiers bateaux ukrainiens étaient des assemblages de pièces de jet ski, bateaux à moteur et électronique grand public. En quelques mois, des fabricants travaillant pour le ministère ukrainien de la Défense ont déployé plusieurs modèles, comme le Megura et le Sea-Baby. Les sous-traitants militaires russes font face à un environnement difficile, contrôle centralisé, long processus d'approbation et sous-financement chronique, les obligeant à accepter des paiements inférieurs au marché. Les entreprises d'enfants sont forcées de compromettre la qualité pour produire des articles qui fonctionnent à peine et qui leur causent souvent des problèmes. Comme l'une des inventions de Vil Coyote contre Bip Bip.
La corruption chez les sous-traitants de la défense russe cause des retards et des problèmes de qualité supplémentaires. Pour chaque contrat militaire signé, quelqu'un prend une commission et la met dans sa propre poche, tout en annonçant des chiffres de production largement gonflés. Cela contraint les planificateurs militaires à coordonner des attaques avec des stocks inexistants, rendant certaines opérations irréalisables d'emblée. Enfin, la 10e façon dont l'Ukraine détruit la marine russe est l'influence étrangère via les dons de l'OTAN. Le soutien européen aux innovations navales ukrainiennes a créé une boucle de rétroaction positive où chaque investissement génère des retours largement supérieurs à ce que les pays européens obtiendraient en investissant chez eux. United 24. Une organisation gouvernementale de financement participatif sollicitant des dons dans le monde entier collecte les fonds. Malgré leur coût élevé, environ 250 000 $ pour chaque Megura et 221 000 $ pour le nouveau modèle Sibabi. Les drones maritimes peuvent endommager ou couler des navires, valant des centaines de millions de dollars. Ces fonds auraient été alloués à la défense nationale intérieure, où ils auraient été gaspillés dans la production, l'approvisionnement, la bureaucratie, la maintenance et la liquidation des stocks obsolètes. 30 ans après, bien que l'OTAN n'ait jamais été attaquée, les nations européennes auront apporté des financements, des plateformes navales, de la formation et un soutien en renseignement. Ce soutien complet permet à l'Ukraine de frapper bien au-dessus de sa catégorie. Parallèlement, les alliés militaires européens profitent de tests cruciaux, en situation réelle des concepts de guerre navale asymétrique, des équipements, des prototypes et des retours sur ce qui est efficace ou non sur un champ de bataille saturé de drones. Par exemple, les victoires des drones maritimes dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourraient donner aux planificateurs militaires du Pentagone de nouvelles idées sur la manière dont une défense de Taïwan pourrait être menée. Si une guerre entre la Chine et Taïwan éclatait, des dizaines de drones navals pourraient attendre au large des côtes, aussi bien à la surface que sous l'eau. Ce type d'innovation était inconcevable avant 2022. Lorsque cette guerre prendra fin, les académies militaires du monde entier enseigneront les tactiques navales ukrainiennes et la considéreront comme un moment clé. La guerre asymétrique a définitivement prouvé que l'innovation l'emporte sur le nombre, que le désespoir engendre le génie, et que l'avenir du combat naval appartient à celui qui saura s'adapter le plus rapidement. Merci d'avoir regardé. Et si vous voulez savoir combien la Russie a réellement perdu dans la guerre, regardez cette vidéo. Et pour rester informé sur la guerre en Ukraine ou les conflits mondiaux, abonnez-vous à Military Show pour des analyses quotidiennes.